D'accord? Alors, laissez-moi vous demander quelque chose avant de commencer. Hier soir, le 11 juin 2026, le président Donald Trump est sorti devant les caméras et a fait une annonce. Et cette annonce était, je cite, « Nous avons mis fin à la guerre avec l'Iran aujourd'hui. Ils ont accepté de ne jamais avoir d'armes nucléaires. Nous avons obtenu tout ce que nous voulions, d'accord ?» Wall Street est immédiatement devenu fou. Le Dow Jones a bondi de 1,75%. Le Nasdaq a grimpé de 2,54%. Les investisseurs étaient soulagés. Des bandeaux d'actualité de dernière minute partout. Chaque grande chaîne diffusait la même histoire. Accord conclu, guerre terminée, Trump gagne. Et puis, pas même 3 heures plus tard, le ministère iranien des Affaires étrangères est apparu et a dit quelque chose de très simple. Ils ont dit « L'Iran n'est pas encore parvenu à une conclusion finale sur un quelconque accord. » D'accord? Maintenant, voici la partie sur laquelle je veux vraiment que vous vous arrêtiez. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. L'agence de presse iranienne Tasnim, directement liée au corps des gardiens de la révolution islamique, a fait le calcul. Ils sont remontés dans le temps et ont compté chaque fois que Trump a annoncé qu'un accord était imminent. Chaque fois qu'il a dit que la guerre était sur le point de se terminer. Le chiffre auquel ils sont arrivés est 38. 38 fois en 2 mois. Et hier, c'était la 39e fois, d'accord? Alors maintenant, chaque chaîne d'information dans le monde me pose la question évidente. Est-ce que cette fois c'est différent? Est-ce réel? Ou est-ce encore une fausse alerte? Mais ce n'est pas la question que je veux poser aujourd'hui. La question que je veux poser, et c'est la question que presque personne dans les médias grand public ne pose, c'est celle-ci. Pourquoi Trump continue-t-il à faire ça? Pourquoi continue-t-il à annoncer des victoires qui ne se concrétisent pas? Et surtout, pourquoi l'Iran continue-t-il à le laisser faire? Pourquoi ne met-il pas simplement fin à tout ça complètement? Parce que voici ce que je veux vous démontrer aujourd'hui. Et je veux que vous soyez vraiment attentifs, parce que cela va changer votre façon de voir tout ce conflit. Ce qui se passe actuellement entre les États-Unis et l'Iran n'est pas principalement une guerre militaire, d'accord? Les bombes, les drones et les blocus navals, tout ça est bien réel. Mais ce n'est pas là que cette guerre se décide réellement. Cette guerre se décide sur un champ de bataille pour lequel la plupart des analystes militaires n'ont pas de carte. Un champ de bataille sans missiles, sans porte-avions, sans système radar. Le champ de bataille, c'est l'esprit humain. Et dans les 20 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment l'Iran, une nation dont le budget militaire ne représente qu'une fraction de celui des États-Unis, se bat et gagne sur ce champ de bataille. Et ensuite, je vais vous montrer le troisième joueur dans ce jeu, celui qui n'est même pas sur le champ de bataille, celui qui est simplement assis tranquillement en train de ramasser l'argent. D'accord? Allons-y. D'accord? Première chose, je veux introduire un concept. Et ce concept est la clé pour comprendre tout ce qui se passe en ce moment. Je l'appelle la guerre cognitive. Alors, qu'est-ce que la guerre cognitive? Une idée très simple. Au lieu de détruire l'infrastructure de votre ennemi, vous détruisez sa volonté. Vous vous en prenez à ses croyances. Vous vous en prenez à sa perception de la réalité. Vous lui faites croire quelque chose qui n'est pas entièrement vrai, ou vous lui faites douter de quelque chose qui l'est. D'accord? Et pour comprendre pourquoi c'est si puissant, je veux que vous pensiez à quelque chose. Vous connaissez tous l'allégorie de la caverne de Platon, non? L'allégorie de la caverne de Platon. Laissez-moi vous rappeler. Platon vous demande d'imaginer une caverne. Il y a un mur noir devant un groupe de prisonniers. Ils sont tous enchaînés. Ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas regarder derrière eux. Derrière eux, il y a un grand feu. Et il y a certaines personnes, Platon les appelle simplement « ils », qui prennent des ombres et projettent ces ombres sur le mur. Et les prisonniers, parce qu'ils n'ont jamais rien vu d'autre, croient que ces ombres sont la réalité elle-même. D'accord? Les ombres sont leur monde. Les ombres sont ceux d'après quoi ils nomment les choses. Les ombres sont ceux autour de quoi ils construisent toute leur compréhension de la vie. Maintenant, la question que pose Platon, et c'est la question importante, est qui contrôle les ombres? Qui décide ce que voient les prisonniers? Dans le contexte de la géopolitique moderne, la réponse a toujours été les gouvernements et les médias grand public. La Maison-Blanche publie une déclaration. CNN diffuse l'histoire. Le public y croit. C'est ainsi que le système fonctionne depuis des décennies. Mais voici ce que l'Iran a compris, et c'est vraiment fascinant. Avec l'essor des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une nation plus petite et militairement plus faible peut projeter ses propres ombres directement sur le mur de la caverne de son ennemi sans tirer un seul missile. D'accord? Est-ce que ça a du sens? Ce que fait l'Iran, ce n'est pas d'essayer de vaincre l'armée américaine. Ce n'est pas leur objectif. Leur objectif est de vaincre la volonté du peuple américain. De faire croire aux Américains que cette guerre ne peut pas être gagnée, de rendre les Américains fatigués, de faire en sorte que les Américains se tournent vers leur gouvernement et disent « Pourquoi sommes-nous encore là-bas? Que faisons-nous? Ça n'en vaut pas la peine. » Et s'ils réussissent cela, alors ils n'ont pas besoin d'abattre un seul F-35.
Le peuple américain forcera son propre gouvernement à se retirer. C'est ça, la guerre cognitive. Et c'est la forme de guerre la plus sophistiquée menée dans le monde aujourd'hui. D'accord? Alors comment exactement l'Iran fait-il cela? Quelles sont les véritables armes? Arme numéro 1. Et je veux que vous soyez vraiment attentifs à celle-ci, parce que c'est vraiment nouveau dans l'histoire humaine. L'arme, ce sont l'IA générative et les deepfakes. Très bien. L'unité de cyberguerre du corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, a lancé une campagne cognitive à grande échelle. Et cette campagne n'utilise pas de bombes, elle utilise des images, elle utilise des vidéos. Concrètement, ils ont créé et diffusé des vidéos générées par IA, complètement fausses, entièrement fabriquées, avec un contenu comme celui-ci. Un champignon nucléaire s'élevant au-dessus d'une ville américaine. Des soldats américains les mains en l'air se rendant aux forces iraniennes. Des salves de missiles iraniens s'abattant sur des immeubles de grande hauteur aux États-Unis. D'accord? Maintenant arrêtez. Je veux vous demander quelque chose. Que se passe-t-il dans votre corps quand vous voyez une image comme celle-là? Même si vous savez qu'elle est fausse, la réponse, et c'est confirmé par les neurosciences, est que le cerveau humain ne peut pas complètement distinguer une image réelle d'une image fausse convaincante une fois que votre réaction émotionnelle a été activée. Une fois que la peur est déclenchée, une fois que votre rythme cardiaque augmente, une fois que votre cerveau bascule en mode survie, quelqu'un qui vous dit ensuite que c'est juste un deepfake n'annule pas complètement les dégâts. L'image a déjà été encodée dans votre mémoire. Le résidu émotionnel persiste. Et c'est exactement ce que l'Iran exploite. L'Iran n'a pas besoin que les Américains croient que le champignon nucléaire est réel. Ils n'ont pas besoin que les gens pensent que les soldats se sont vraiment rendus. Ce dont ils ont besoin, c'est de créer ce que j'appelle un horizon cognitif collectif, un sentiment de fond partagé qui se répand dans la société américaine. L'idée que cette guerre prend une très mauvaise on pourrait perdre, que le coût est trop élevé. Et une fois que ce sentiment collectif existe, même s'il repose en partie sur des images fabriquées, il se transforme en pression politique. La pression politique pousse les sénateurs à s'exprimer. Les sénateurs qui s'expriment poussent Trump à réagir. Trump qui réagit signifie qu'il retourne sur les réseaux sociaux et annonce une autre percée dans les négociations pour calmer les choses. Et nous obtenons le numéro 40, d'accord? Vous voyez la boucle? Ce n'est pas aléatoire, c'est conçu, c'est un cycle de rétroaction délibérée. Et l'Iran l'exécute délibérément. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec cette stratégie, c'est qu'elle est presque impossible à contrer efficacement. Parce que comment lutter contre des images truquées? Vous publiez une déclaration disant qu'elles sont fausses, mais cette déclaration atteint des gens qui sont déjà calmes. L'image truquée, elle, a déjà atteint les gens pendant qu'ils faisaient défiler leur écran à minuit, à moitié endormis. Et elle a activé leur réaction de peur avant que leur esprit rationnel ne puisse l'évaluer. Les dégâts psychologiques sont faits avant même que la vérification des faits n'arrive. C'est la puissance de l'arme du deepfake dans la guerre cognitive. D'accord? Arme numéro 2. Et celle-ci vient des sciences politiques. Et je pense qu'elle est en fait encore plus habile que la stratégie du deepfake. Je veux vous présenter quelque chose appelé le théorème de l'électeur médian. Laissez-moi vous expliquer cela le plus simplement possible. Dans toute société démocratique, on peut diviser la population en 3 groupes environ. Groupe 1, disons environ 35%, ce sont des gens qui soutiennent absolument la guerre. Ils croient que l'Amérique doit gagner. Ils croient que l'Iran doit être détruit ou neutralisé. Rien de ce que vous direz ne changera leur avis. C'est normal. Groupe 3, environ 30% de plus. Ce sont des gens qui s'opposent absolument à la guerre. Ils manifestaient dans les rues dès le premier jour. Là aussi, rien ne changera leur avis. Alors la question est, qui décide réellement du résultat politique? Le groupe du milieu, les 35% restants, les gens sans position idéologique arrêtés, les gens qui lisent les nouvelles, mais ne les suivent pas de manière obsessionnelle. Les gens préoccupés par le loyer, par le prix de l'essence, par l'avenir de leurs enfants. Les gens qui ne veulent pas vraiment la guerre, mais ne se sont pas encore engagés à s'y opposer activement. Ce sont ces gens que l'Iran cible. Pas les faucons, pas les colombes, les 35% du milieu qui n'ont pas encore pris de décision. Parce que voici la chose. L'Iran n'a pas besoin, et ne peut pas convertir, les 35% de partisans inconditionnels de la guerre. Ce serait un gaspillage de ressources. Ce qu'ils doivent faire, c'est déplacer l'électeur médian. Pousser les gens du milieu juste assez pour qu'ils commencent à se poser des questions dérangeantes. Juste assez pour qu'ils se sentent mal à l'aise. Juste assez pour qu'ils préfèrent que leurs politiciens trouvent une sortie plutôt qu'une escalade. Et comment déplace-t-on l'électeur médian? Vous n'avez pas besoin de propagande. Vous n'avez pas besoin qu'ils deviennent anti-américains. Vous avez juste besoin qu'ils se sentent fatigués, dépassés, dubitatifs. Vous inondez l'espace informationnel d'images de civils iraniens souffrants. Vous montrez les prix de l'essence qui grimpent. Vous montrez Goldman Sachs revoyant à la baisse ses prévisions de croissance. Vous mettez en avant chaque erreur commise par l'armée américaine. Vous amplifiez chaque déclaration d'un allié européen critiquant la guerre. Vous faites en sorte que la guerre paraisse coûteuse,
interminable et impossible à gagner. Et regardez les chiffres des sondages. La cote d'approbation de Trump sur la guerre en Iran est actuellement à 37%. 37%. Vous savez ce que ça veut dire? Ça, c'est essentiellement sa base. Les 35% qui soutiennent la guerre inconditionnellement. Le centre a déjà basculé. L'Iran a déjà déplacé l'électeur médian. Est-ce que ça a du sens? La guerre sur le champ de bataille va peut-être dans une direction, mais la guerre à l'intérieur du système politique américain va dans une direction très différente. Et c'est cette deuxième guerre qui détermine si ce conflit continue. D'accord? Arme numéro 3. Et celle-ci est un peu plus théorique, mais je veux vous l'expliquer parce qu'elle explique quelque chose de très précis sur la raison pour laquelle Trump continue de faire ses annonces puis de les retirer. Il existe un concept important dans la théorie des médias appelé théorie du cadrage. L'idée de base est celle-ci. Peu importe l'événement qui se produit, ce qui compte, c'est le cadre que vous mettez autour de lui, l'étiquette que vous lui donnez, le contexte dans lequel vous l'inscrivez. Le même événement peut être présenté de manière complètement différente, et chaque cadre produira une réaction complètement différente chez le public. D'accord? Par exemple, les forces américaines abattent 2 drones iraniens au-dessus du détroit d'Ormuz. Le cadre américain, légitime défense contre l'agression iranienne. Le cadre iranien, provocation militaire illégale, violant les droits de navigation internationaux. Même événement, 2 histoires complètement différentes. Or, les États-Unis excellent historiquement dans ce qu'on appelle le cadrage épisodique. Cela signifie se concentrer sur des événements tactiques précis, jour après jour, incident par incident. Aujourd'hui, nous avons abattu ce drone. Aujourd'hui, nous avons saisi ce pétrolier. Aujourd'hui, nous avons bombardé ces systèmes radars. Cela crée un sentiment d'action constante, de progrès constant. Cela garde le récit dynamique et rapide. Mais voici la faiblesse fatale du cadrage épisodique. Quand vous en dépendez, vous devenez extraordinairement vulnérable à ce que j'appelle l'amplification de l'erreur. Parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, une petite erreur tactique d'un seul soldat peut instantanément être amplifiée en une catastrophe stratégique. La caméra tourne toujours, le monde regarde toujours, et vos ennemis savent exactement quel moment amplifier. Le 10 juin, les forces américaines ont frappé une cible dans la région de Bomani, et elles ont accidentellement détruit une installation de stockage d'eau douce. 20 000 civils iraniens ont perdu l'accès à l'eau potable. Une erreur tactique, sans doute involontaire. Mais les images d'enfants iraniens privés d'eau se sont propagées plus vite qu'aucun briefing du CENTCOM n'aurait pu y répondre. L'Iran et ses alliés médiatiques ont immédiatement utilisé cet incident isolé pour faire voler en éclats tout le récit américain des frappes de précision protégeant la stabilité régionale. Une erreur, des conséquences informationnelles catastrophiques. Et voici le problème plus profond. Parce que l'Amérique dépend de ce cadre épisodique. Du cadre, nous faisons de bonnes choses chaque jour. Une seule mauvaise image peut faire s'effondrer toute la structure. C'est comme un bâtiment sans redondance structurelle. Une fissure au bon endroit et toute la façade s'écroule. L'Iran a compris cela. Ils ont conçu leur stratégie informationnelle spécifiquement pour trouver ces fissures et les élargir. D'accord? Maintenant, je veux faire quelque chose d'important. Je veux présenter l'argument le plus solide possible contre tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Parce que je ne veux jamais que vous acceptiez simplement ce que je vous dis sans réfléchir. Voici l'argument le plus fort de la partie adverse. Voici la meilleure version de l'argument opposé. Les États-Unis ont l'armée la plus puissante sur Terre. Point final. Les porte-avions américains peuvent projeter leurs forces n'importe où dans le monde en 72 heures. L'armée de l'air américaine dispose d'armes de précision capables de frapper une cible de la taille d'une voiture à 800 km de distance. Les frappes du CENTCOM début juin ont détruit plus de 20 cibles militaires iraniennes, systèmes de défense aérienne, postes de contrôle au sol, réseaux radars de surveillance, unités de commandement de drones, en une seule opération. Et la marine américaine a réussi à maintenir un blocus maritime qui étrangle les exportations pétrolières iraniennes. La guerre cognitive est intéressante, les deepfakes sont habiles, mais au final, la puissance militaire reste la puissance militaire. La pression économique reste la pression économique. L'économie iranienne était déjà en difficulté avant cette guerre, et maintenant elle est écrasée. Le rial s'est effondré, le chômage grimpe en flèche. Aucune manipulation sur les réseaux sociaux ne change le fait que l'Iran manque d'argent, manque de pièces pour son équipement militaire et manque d'options diplomatiques. La vraie guerre est une guerre d'usure, et l'Amérique gagne les guerres d'usure, d'accord? C'est ça, l'argument le plus fort de la partie adverse, et c'est un argument vraiment solide. Il a un précédent historique. L'Amérique a déjà gagné des guerres grâce à la pression économique et militaire. Mais voici ce que cet argument ne peut pas expliquer. Si la puissance militaire américaine est si décisive, pourquoi Trump a-t-il annulé les frappes aériennes prévues hier soir?
Pourquoi est-il allé sur Fox News admettre, ce sont ses mots exacts, qu'il n'était pas sûr que l'Amérique ait l'estomac pour le genre de campagne militaire qui forcerait réellement une conclusion? Si la pression économique écrase l'Iran, pourquoi l'Iran refuse-t-il toujours d'accepter le cadre de négociation américain? Pourquoi le ministère iranien des Affaires étrangères continue-t-il de dire qu'aucune décision finale n'a été prise sur un accord? Pourquoi des responsables iraniens disent-ils publiquement que la pression militaire américaine a rendu le cessez-le-feu vide de sens plutôt que de les rendre plus désespérés à l'idée de se rendre? Parce que la puissance militaire ne force une reddition que si la volonté politique de continuer à l'utiliser reste intacte. Et cette volonté politique, ici même à Washington, dans les couloirs du Congrès, dans les données des sondages, s'érode. Pas parce que les missiles iraniens sont précis, mais parce que la campagne d'information de l'Iran fonctionne. Parce que l'électeur médian se déplace. Parce que les alliés retirent leur soutien. Parce que la machine à cadrer se fissure. L'argument adverse ignore le fait que les guerres dans les démocraties modernes ne se gagnent ni ne se perdent uniquement sur les champs de bataille. Elles se gagnent ou se perdent dans les salons, dans les sections de commentaires, dans ce moment tranquille où un sénateur regarde ses codes d'approbation et décide qu'il n'est plus utile de défendre la politique du président. L'Iran n'essaie pas de surpasser l'Amérique militairement, ils essaient de la surpasser politiquement. Et en ce moment, les preuves suggèrent qu'ils y parviennent. D'accord ? Maintenant, je veux ajouter une dimension supplémentaire à ce tableau. Parce que si vous n'avez regardé que les États-Unis et l'Iran, vous êtes passé à côté du joueur le plus important de toute cette histoire. Et je veux faire une prédiction dès maintenant. Le joueur que je m'apprête à décrire est celui qui sortira de ce conflit avec le plus grand avantage stratégique. Pas l'Amérique, pas l'Iran. Ce joueur, c'est la Chine. D'accord ? Laissez-moi vous expliquer. Parce qu'à première vue, cela semble contre-intuitif. À la télévision, le président Xi Jinping appelle à une fin immédiate des hostilités au Moyen-Orient. Il exprime son inquiétude concernant les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Les médias d'État chinois diffusent des reportages sur les dommages économiques que cette guerre cause au commerce mondial. Et les analystes occidentaux continuent de dire que la Chine est vulnérable. Ils importent 80% de leurs besoins énergétiques par des voies maritimes que cette guerre perturbe. C'est le récit en surface, et la plupart des gens l'acceptent. Mais laissez-moi maintenant vous montrer ce qui se passe réellement. Premièrement, la guerre dans le détroit d'Ormuz a perturbé l'approvisionnement mondial en pétrole. Les prix du pétrole ont grimpé à l'échelle mondiale. Vous penseriez que cela nuit à la Chine, non? La Chine a besoin de pétrole. Des prix du pétrole plus élevés signifient des coûts plus élevés pour l'industrie chinoise. Sauf que voici ce que tout le monde manque. La Russie, à cause des sanctions occidentales, ne peut pas vendre son pétrole à l'Europe. La Russie n'a pas d'autre acheteur majeur en dehors de la Chine. Donc la Russie est désespérée de garder Pékin content. Et la Chine exploite ce désespoir sans pitié. Pékin achète l'énergie russe avec un rabais massif, des prix nettement inférieurs au prix du marché. Ils utilisent l'isolement de la Russie comme arme de négociation. Donc, pendant que le reste du monde paie des prix du pétrole en flèche, la Chine achète de l'énergie russe à prix réduit. C'est un avantage compétitif structurel pour l'industrie manufacturière chinoise. C'est un cadeau. Et la guerre au Moyen-Orient est ce qui rend ce cadeau possible, parce qu'elle maintient les prix du pétrole élevés pour tout le monde, sauf que la Russie reste exclue des marchés alternatifs. Deuxièmement, voici le jeu plus profond. La Chine représente actuellement environ 35% du commerce extérieur total de la Russie. Ils fournissent plus de 60% des composants critiques de la Russie, y compris des technologies à double usage qui finissent dans l'équipement militaire. La Russie dépend désormais de la Chine, comme elle dépendait autrefois de l'Europe. Sauf que la Chine n'est pas une amie. La Chine est une créancière. Et Pékin ne fait pas preuve de générosité dans cette relation. Il continue de retarder l'accord sur le gazoduc Force de Sibérie 2, un accord majeur de gaz naturel dont la Russie a désespérément besoin, jusqu'à ce que Moscou accepte des conditions commerciales plus favorables. Ils extraient chaque concession possible de la Russie avant d'accepter quoi que ce soit. Autrement dit, la Chine transforme la Russie de rivale en dépendante, de pair en État client. Et ils le font tranquillement, sans tirer un coup de feu, pendant que le monde regarde le feu d'artifice au-dessus du détroit d'Ormuz. Troisièmement, le silence lui-même est une arme. La Chine n'a pas condamné les actions de l'Iran. Ils ont voté contre la résolution de l'AIEA critiquant le programme nucléaire iranien. Ils ont voté contre les sanctions de rétablissement automatique au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils offrent à l'Iran une protection diplomatique dans chaque forum international, tandis que la Chine appelle aussi publiquement à la paix, exprime publiquement son inquiétude face aux perturbations économiques, joue publiquement le rôle d'une grande puissance responsable qui veut simplement la stabilité. C'est ce que j'appelle la diplomatie à deux visages, et c'est extraordinairement sophistiqué. En affichant son inquiétude face à la guerre, la Chine évite les sanctions secondaires de l'Occident.
En protégeant l'Iran à l'ONU, la Chine s'assure la loyauté stratégique de Téhéran pour l'avenir. En achetant du pétrole russe à prix réduit, la Chine sape la position de négociation de la Russie à l'échelle mondiale. Et en restant militairement à l'écart, la Chine préserve toutes ses options. Pensez à ce que Xi Jinping a fait ici. Il a accueilli Trump et Poutine à Pékin au cours du même mois. Il est le seul à gérer simultanément ses relations avec le pays qui mène la guerre, le pays qui en profite économiquement et le pays qui essaie d'y mettre fin. Il est le seul dirigeant dans toute cette crise à avoir un levier sur les trois camps à la fois. Pendant que Trump en est à sa 39e annonce et cherche une porte de sortie, pendant que l'Iran mène une guerre cognitive contre l'opinion publique américaine, pendant que la Russie vend son pétrole et regarde tranquillement sa propre économie glisser vers la dépendance envers la Chine, elle, est simplement assise, en train de lire le jeu et de s'enrichir. D'accord ? Laissez ça infuser un moment. La personne qui gagne le plus décisivement cette guerre est celle qui n'y participe pas. D'accord ? Alors, rassemblons tout ça, parce que je pense que lorsque vous voyez ces trois éléments côte à côte, l'image devient très claire. La stratégie de guerre cognitive de l'Iran comporte trois volets. Vous vous souvenez ? La campagne de deepfakes crée un environnement psychologique collectif où les Américains se sentent incertains, effrayés et dubitatifs quant à l'issue de la guerre, même quand les résultats militaires tactiques favorisent les États-Unis. La stratégie de l'électeur médian déplace les 35% d'Américains sans position arrêtée, les faisant passer de neutres à sceptiques, de sceptiques à opposés, d'opposés à politiquement actifs. Et cet activisme politique fait pression sur le Congrès, sur les alliés et finalement sur Trump lui-même. L'exploitation de la faiblesse du cadrage épisodique américain signifie que chaque erreur tactique des forces américaines devient un désastre de communication stratégique. Une installation d'eau bombardée, un équipage de pétroliers indiens tués dans un échange de tirs, chaque incident devient une munition dans le récit iranien selon lequel les États-Unis ne sont pas une force de stabilité, mais une force de destruction. Et le résultat ? 39 annonces de Trump sur des accords non finalisés. Des alliés européens critiquant publiquement le leadership américain. Des membres du Congrès qualifiant la guerre d'inconstitutionnelle. Une cote d'approbation bloquée à 37%. Un président qui se demande ouvertement, en direct à la télévision, si l'Amérique a l'estomac pour la campagne militaire qu'il a lui-même ordonnée. L'Iran n'a pas besoin de gagner sur le champ de bataille pour gagner cette guerre. Ils ont juste besoin de rendre le champ de bataille politiquement intenable pour l'Amérique. Et c'est ce qu'ils font. Pendant ce temps, la Chine observe, la Chine attend, la Chine encaisse. D'accord ? Alors, que faisons-nous de tout ça ? Laissez-moi vous donner trois choses très précises à surveiller dans les 48 à 72 prochaines heures. Premièrement, observez si l'Iran approuve formellement un quelconque protocole d'accord. Des rapports suggèrent qu'un projet de protocole d'accord rouvrirait immédiatement le détroit d'Ormuz, lèverait le blocus américain, prolongerait le cessez-le-feu de 60 jours et laisserait les négociations nucléaires pour une étape ultérieure. Si l'Iran signe, cela vous indique qu'ils estiment que la campagne de guerre cognitive a causé suffisamment de dégâts. Ils ont obtenu la porte de sortie dont ils avaient besoin sans abandonner leur position fondamentale. Si l'Iran continue de retarder les choses, cela vous indique que la campagne est toujours en cours. Ils pensent qu'une pression supplémentaire leur permettra d'obtenir de meilleures conditions. Deuxièmement, surveillez Benjamin Netanyahou, parce que voici quelque chose que les analystes américains continuent de sous-estimer. Trump peut offrir à l'Iran des garanties de sécurité au nom des États-Unis, mais il ne peut pas offrir de garanties de sécurité au nom d'Israël. Netanyahou a ses propres pressions politiques, sa propre base électorale, ses propres raisons internes de vouloir que ce conflit continue. Si Israël lance une nouvelle frappe unilatérale contre l'Iran pendant que le protocole d'accord est en cours de finalisation, tout le cadre diplomatique s'effondre du jour au lendemain. Et la 39e annonce de Trump devient un 39e échec. Alors, surveillez Netanyahou. C'est la variable que Trump ne peut pas contrôler. Troisièmement, surveillez le prix du pétrole et surveillez la prochaine déclaration de Pékin. Voici ma prédiction. Si la Chine commence à pousser activement l'Iran à signer, si le ton de Pékin passe d'appel passif à la paix à une pression diplomatique spécifique, cela vous indiquera que la Chine a décidé qu'elle a tiré suffisamment de bénéfices du chaos. Elle a acheté suffisamment d'énergie russe à prix réduit. Elle s'est assurée suffisamment de loyauté géopolitique de la part de Téhéran. Et maintenant, elle veut que les routes commerciales rouvrent pour que les exportations chinoises puissent à nouveau circuler normalement. Quand la Chine décidera que le chaos n'est plus rentable, c'est là que la guerre se terminera. Pas à cause des tweets de Trump, pas à cause des missiles de l'Iran, mais parce que Pékin aura finalement décidé que c'était le moment. D'accord ? Et pour vos devoirs, je veux que vous lisiez deux choses. Lisez la déclaration complète du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères du 12 juin, celle publiée par l'AFP. Lisez chaque mot attentivement. Remarquez ce qu'il dit et remarquez ce qu'il ne dit pas. Remarquez le langage spécifique qu'il emploie à propos de l'inconstance américaine.
Ce langage n'est pas du jargon diplomatique standard, c'est un signal. Et ensuite, lisez n'importe quelle analyse de l'International Crisis Group sur les lignes rouges de négociation de l'Iran. Parce que la chose que la plupart des médias occidentaux comprennent mal à propos de l'Iran, c'est que Téhéran a très clairement défini ce qu'il acceptera et n'acceptera pas. Le problème, c'est que le camp américain continue d'ajouter de nouvelles conditions après que les accords sont presque conclus, puis s'étonne que l'Iran ne signe pas. Et après avoir lu les deux, contestez-moi. Trouvez le point le plus faible de ce que j'ai avancé aujourd'hui. Parce que je ne dis pas que cette analyse est correcte à 100%. Je ne dis jamais ça. Ce que je dis, c'est que ce cadre nous aide à observer ce qui se passe réellement sous la surface du cycle des informations de dernière minute. Et la seule façon dont un cadre s'améliore, c'est si les gens le remettent sérieusement en question. D'accord ? Alors, je vais vous laisser sur ceci. Disons hypothétiquement qu'un accord est signé la semaine prochaine en Europe, comme Trump l'a suggéré. J.D. Vance s'envole pour apposer son nom sur le document, puis les deux camps tiennent des conférences de presse. Trump se tient au pupitre et dit « L'Amérique a gagné. Nous avons détruit les défenses aériennes iraniennes. Nous maintenons le blocus. Nous les avons forcés à abandonner leur programme nucléaire. Nous avons obtenu tout ce que nous voulions. L'Amérique est redevenue grande. » Et les dirigeants iraniens se tiennent à leur pupitre et disent « L'Iran a gagné. Nous avons résisté à 40 jours de bombardements américains et israéliens. Nous avons gardé le contrôle du détroit d'Ormuz. Nous avons obtenu des garanties de sécurité. Nous avons protégé notre programme de missiles. Nous avons montré au monde que la résistance ne plie pas. » Les deux raconteront une version de la vérité. Les deux s'adresseront à leur public national, gérant leur propre survie politique. Les deux mettront en scène une victoire. Mais voici la question sur laquelle je veux que vous vous arrêtiez après ce que je viens de dire. Si les deux camps revendiquent la victoire, si les bombes cessent de tomber, si les navires recommencent à circuler vers Ormuz, qui a réellement gagné? Et surtout, qui a gagné sans jamais avoir eu à se battre? Pensez-y, réfléchissez-y vraiment. Parce que la réponse vous dit tout sur l'endroit où réside réellement le pouvoir dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas dans le porte-avions, ce n'est pas dans la batterie de missiles, ce n'est même pas dans l'algorithme qui génère le deepfake. Le pouvoir réside dans la capacité à lire le jeu, à laisser les autres s'épuiser et à ramasser les gains quand la table se vide. D'accord ? Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.